Depuis 120 ans, Desjardins sait qu'en unissant nos forces, on peut permettre aux personnes et aux communautés de prospérer au-delà de l'argent. Avec le Fonds du Grand Mouvement, on soutient des projets qui font du bien à l'environnement, qui contribuent à la vitalité économique de nos régions et qui enrichissent nos vies. Ensemble, on peut réinventer demain. Excellent. Alors, bonjour, bonjour tout le monde. Je vois qu'il y a déjà plusieurs personnes qui sont jointes à nous. On va débuter. Donc, bon matin. Je me présente, Charles Milliard, PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Je vous souhaite vraiment la bienvenue. On est très excités ce matin, donc, à la première représentation de notre tournée en relance, un mouvement pour la relance donc socio-économique au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je veux souligner tout de suite, évidemment, la présence de Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, qui est avec nous. Bonjour Guy. Je souligne aussi la présence de François Gagnon, chroniqueur économique connu et reconnu au réseau Cogeco, donc qui animera la deuxième partie de la rencontre. Alors, je veux vraiment remercier ce matin tous les participants et toutes les chambres de commerce qui ont collaboré donc à la participation donc de près de 200 personnes en fait ce matin. Donc, principalement la chambre ambassadrice, donc la chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Le-Fjord, et aussi toutes les chambres, en fait, de la belle région du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui ont collaboré avec nous dans les dernières semaines pour organiser ce premier événement. Alors, évidemment, je n'ai pas besoin de vous faire un grand prélude pour vous parler de la situation difficile par laquelle on est passé dans les derniers mois. Je pense que vous avez fait preuve de beaucoup de résilience, de courage, de force aussi pour passer à travers l'épreuve. Ce matin, on a envie de vous parler vraiment de la relance, mais évidemment, on sait que la carte du Québec se colore en orange de plus en plus. D'ailleurs, on est très heureux et fiers de débuter notre tournée en zone verte. Malheureusement, je pense que ce ne sera pas le cas pour l'ensemble de la tournée, mais comme vous le savez, la situation n'est pas propice aux réjouissances en ce moment, mais on veut quand même ensemble réfléchir et donner une indication sur comment vont les choses au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, l'idée d'aujourd'hui, c'est vraiment de vous donner de l'information. Donc, d'une part, M. Cormier vous présentera des données qui sont vraiment ciblées pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean dans quelques minutes. Et d'un autre côté, moi, je vais vous présenter les résultats d'un tout nouvel outil, j'ai envie de dire, de prise de pouls dans la région qu'on appelle l'Observatoire FCCQ. Et plus de 100 personnes là, autour de la ligne ce matin ont participé à ce sondage-là pour une première fois. Encore une fois, on est très, très heureux des résultats. Donc, je vous présenterai quelques données relatives à ça. Et par la suite, on voulait évidemment être le plus pratico-pratique sur la région. Donc, on a invité aussi deux entrepreneurs à venir nous parler. Donc, entre autres, M. Yves Girard, chef de la direction de la coopérative Nutrinor. Alors, bonjour Yves. Et Nathalie Gagnon, donc directrice marketing et actionnaire chez Derry. Alors, sans plus tarder, je vais céder la parole au président de la Chambre de commerce et d'industrie de Saguenay-Le-Fjord et le PDG de Port de Saguenay, donc la Chambre de commerce ambassadrice de l'événement d'aujourd'hui, donc M. Carl Laberge. Et je vous souhaite une très bonne conférence à tous et à toutes. Carl. Merci beaucoup, Charles. Premièrement, je tiens à remercier la Fédération de nous avoir choisis pour tenir ce premier événement virtuel. Donc, bienvenue virtuellement au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, hâte de vous avoir en personne également. Donc, c'est un honneur pour nous autres. Puis, on espère que ça va être un bon présage pour l'avenir de commencer la tournée ici. Donc, je tiens encore une fois à répéter, c'est un événement qui est réalisé en collaboration avec les chambres du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, je tiens à souligner la présence aujourd'hui de toutes les chambres, donc Lac-Saint-Jean-Est, en plus de Saguenay, Normandin, Dolbeau-Mistassini, Robertval, puis aussi les gens de la Chambre de commerce de Saint-Félicien. Donc, ensemble, on a beaucoup travaillé, le réseau des chambres, au cours de la dernière année sur différents projets, puis c'est une grande force qu'on a ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le réseau des chambres. Nous, hier, à Saguenay, on a eu notre Assemblée générale annuelle hier. J'ai été d'ailleurs réélu comme administrateur, mais comme président aussi. Donc, merci à nos membres qui ont voté. Ça nous a permis de faire une rétrospective aussi de notre année. Puis on se rend compte de tout ce qui a été fait par la Chambre, à quel point aussi les chambres ont été présentes et importantes durant l'événement de la COVID, entre autres. On a su s'adapter rapidement. On s'est mis en mode solution pour appuyer nos membres et continuer le service.
Comme vous l'avez vu, nos services ils étaient un peu en ligne, mais pas à ce point-là. On s'est mis en ligne très rapidement, dans le fond, pour vous donner accès à l'information, pour vous donner accès aux décideurs aussi, pour vous donner accès à des programmes de formation, puis pour réseauter aussi à la manière dont on pouvait le faire. Puis les membres et les partenaires nous ont montré en même temps beaucoup de support, puisqu'on a été là également. Donc, on a été là pour les uns, pour les autres. Donc, on a vu ressurgir beaucoup de solidarité là-dedans. Nous, à Saguenay, on a même réussi à augmenter notre membership durant cette période-là. Ça venait nous montrer en même temps l'importance et l'appartenance à la Chambre. Puis on vous remercie beaucoup de ça. Faire un lien avec ce que Charles va vous discuter tantôt, puis les gens ont participé, beaucoup de personnes ont participé à l'Observatoire. C'est important de participer aux activités de sa Chambre puis d'être impliqué là-dedans. Au niveau de l'Observatoire, c'est un petit peu la même chose. Si on veut être capable de faire valoir notre opinion puis notre réalité, il faut la dire. Donc, les chambres de commerce sont un excellent tremplin pour ça. On travaille beaucoup, nous autres, entre autres, avec la Fédération, mais l'Observatoire, vous inscrire puis aller donner vos données là-dedans aussi pour donner votre réalité en continu va être un bel élément qui va aider à prendre des décisions qui vont être favorables à notre région aussi. Donc, avant la pandémie, on avait un état de situation qui montrait déjà un retard au niveau économique dans notre région avec des taux de chômage historiquement plus élevés que le Québec, des pronostics qui étaient plus sombres, une contribution au PIB qui était plus bas, une population en baisse au cours des dernières années. Donc, on savait qu'on avait du travail à faire. On parle de diversification, ça faisait longtemps avant ça. Puis la pandémie a été accentuée cette situation-là. On l'a vu avec des sondages récents qui ont été réalisés, entre autres, par le réseau des chambres durant la pandémie, mais la Fédération aussi ont fait un exercice similaire à grandeur du Québec qui ont démontré des résultats qui étaient similaires. Donc, la région avait été plus durement touchée par la crise également, étant donné qu'on était dans une position qui était peut-être un petit peu plus difficile avant, puis aussi à cause des particularités de notre tissu économique. Puis, on prévoit encore, maintenant avec les données récentes, M. Cormier, j'imagine, va en parler un peu plus tard. On avait déjà entendu quelques bribes là, de ce que Desjardins avait donné comme pronostic. On voit qu'on nous prévoit une relance qui va être encore plus difficile qu'ailleurs. Donc, c'est pourquoi, en fait, aussi les chambres de commerce de la région puis le réseau va devenir encore plus important. On a des défis, mais on a aussi des forces qui sont importantes dans la région qu'on va continuer de mettre en valeur, puis on a aussi des opportunités. On en a un bel exemple, profite de l'occasion cette semaine. À Saguenay, il y a une audience du BAP, entre autres, sur un projet qui s'appelle Énergie Saguenay. C'est un projet de 9 milliards de dollars qui est prévu chez nous. Donc ça, c'est un exemple de projet d'opportunités avec bien d'autres de toute taille et toute nature qu'on va continuer à travailler, qui pourraient nous aider à faire mentir ces prévisions. C'est ce qu'on veut, nous, au niveau du Saguenay-Lac-Saint-Jean, d'inverser la tendance et à continuer à contribuer au développement du Québec puis à rattraper le retard. Donc, il faut être optimiste pour l'avenir, il faut être opportuniste, il faut bâtir sur nos forces qui sont nombreuses puis continuer de travailler ensemble. Sur ce, donc merci d'être là à tout le monde aujourd'hui. Sur ce, je vais céder la parole à M. Guy Cormier, qui est président et chef de la direction du Mouvement Desjardins. Avant ça, je vais vous donner, pour ceux qui ne le connaissent pas, un petit peu de background sur M. Cormier. Donc, M. Cormier est président et chef de la direction du Mouvement Desjardins. Il est diplômé des HEC de Montréal où il a obtenu un baccalauréat ainsi qu'une maîtrise en administration des affaires, en plus d'y avoir enseigné la finance pendant près de 8 ans. À l'emploi de Desjardins depuis 1992, il est élu président et chef de la direction en 2016. Il insuffle alors à l'ensemble de l'organisation une culture d'entreprise forte et partagée, centrée sur ses membres et ses clients. Il encourage l'innovation au sein de Desjardins et accélère sa transformation numérique. Il met sur pied un fonds de 100 millions auquel succédera un fonds de deuxième génération, le Fonds du Grand Mouvement, doté d'une enveloppe de 150 millions pour soutenir les initiatives structurantes à travers tout le Québec et l'Ontario. Ce dernier fonds s'inscrit dans le contexte du redémarrage et de la relance de l'économie post-COVID et réaffirme le leadership socio-économique du Mouvement Desjardins. En 2020, il devient le parrain d'Academos pour soutenir les jeunes et les aider à trouver leur voie. Guy Cormier se fait également l'ardent défenseur d'un meilleur partage de la prospérité, d'une économie plus inclusive et de développement durable. Donc, sur ce, M. Cormier, à vous la parole. Merci beaucoup, M. Charles Milliard, président de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Vous, M. Laberge, président, Sandra Rossignol,
directrice générale de la Chambre de commerce du Saguenay-le-Fjord, à vous tous, membres de la communauté d'affaires du Royaume, mais aussi les collègues du Mouvement Desjardins qui sont là. Un gros merci d'être présents en si grand nombre ce matin avec nous. Je pense qu'on démontre que malgré la distance, on est capable de travailler ensemble pour collaborer à une relance économique qui va être encore meilleure là, dans votre région, dans la région. Je remercie aussi la Fédération des chambres de commerce du Québec qui nous accompagne dans cette tournée virtuelle de plusieurs, je pense, c'est une dizaine de régions à travers le Québec. Puis aujourd'hui, comme le disait Charles, là, on lance officiellement cette tournée-là avec vous, les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, là, et je suis convaincu que ça va être un réel succès. Comment je dirais, vous êtes déjà, on me disait tantôt, là, plusieurs centaines, en tout cas plus de 200 personnes à être en ligne. Donc, ça démontre votre intérêt à voir comment on peut relancer encore mieux l'économie du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis, je ne vous cacherai pas que j'ai hâte, j'ai eu la chance juste de les entendre il y a quelques minutes, là, mais d'écouter Yves Girard de Nutrinor, puis aussi Nathalie Gagnon de Derry Télécom, surtout pour entendre de leur part comment ça se vit là, sur le terrain, leur réalité. C'est quoi les apprentissages qu'ils ont vécu dans leurs entreprises, mais eux personnellement depuis les derniers mois. Puis aussi voir un peu leur vision d'avenir post-pandémie. Comment ils voient les choses. Je pense que ça va être riche pour nous autres d'apprendre un peu de ces partages-là. On va se le dire, ce qu'on a vécu dans les derniers mois, tout le monde, là, ce qu'on vit encore aujourd'hui, là, c'est du jamais vu. Là. Il n'y a personne qui est assez vieux là, sur la ligne là, pour avoir vu pareil ralentissement économique à l'échelle de la planète. Là. Il n'y a personne qui a vu un enjeu de santé publique être capable de devenir en quelques semaines un fléau mondial. Là. Puis, il n'y avait pas, puis il n'y a toujours pas de mode d'emploi. Là. Autant pour le gouvernement que pour le Mouvement Desjardins, que pour vos entreprises à vous. Là. Faire face à cette pandémie-là, personne n'avait appris ça à l'université avant. Là. Puis c'est clair qu'à mes yeux, là, on est tous en train d'écrire l'histoire à chaque jour, puis de trouver le moyen de faire face à une nouvelle musique, là, tout simplement. Puis ce que j'espère, c'est que vous, personnellement, que votre entourage, vous vous portez bien et que vous avez appris un peu à travers ça à vous organiser, à vous réorganiser, que ce soit dans votre travail, avec vos enfants, avec votre famille, bref, dans ce qui vous entoure, dans vos obligations. Puis je suis convaincu que votre quotidien n'est plus le même du tout. Là. Puis j'entends beaucoup qu'on est plusieurs à commencer à être tannés, là, mais un de mes messages ce matin, c'est qu'il faut tenir bon tout le monde. On sait qu'on en a encore pas mal devant nous, puis je sais que je suis devant des entrepreneurs, des gens qui sont naturellement résilients, persévérants, fonceurs, mais c'est normal d'être tanné, mais il faut garder le cap, il faut tenir le fort là, comme tel. Je pense qu'il faut tous se rappeler actuellement, puis encore plus dans les dernières semaines, là, qu'on est tous responsables de la santé des autres, là, puis qu'il faut contrôler la propagation du virus. Là. Mais on est aussi tous responsables de la prospérité des autres, puis de notre communauté. Puis oui, d'acheter localement, là, actuellement, là, c'est un geste qui, je pense, prend encore plus d'importance dans les circonstances qu'on vit actuellement. Puis je peux vous dire que chez nous, chez Desjardins, on l'a compris, là, dès ce printemps, là, on a lancé une initiative qui s'appelle Du cœur à l'achat. Peut-être certains ont vu ça, Du cœur à l'achat, en partenariat avec La Ruche. Puis on s'est doté d'un programme de 1 million de dollars pour être capable, à travers les quatre coins de la province, là, de pouvoir favoriser des initiatives locales où il y a la participation citoyenne, puis on est capable de stimuler des projets intéressants. Puis après 4-5 mois, là, c'est un véritable succès. C'est des dizaines et des dizaines de projets qui ont eu lieu. En tout cas, je vous invite vraiment à regarder cette initiative-là. Puis aujourd'hui, ce que je souhaite qu'on puisse faire ensemble, c'est oui, parler de la crise dans la région, mais aussi voir un peu comment on va passer à travers, puis comment on peut mieux se préparer à stimuler la relance socio-économique de la région. Là. Puis on va tenter aussi, je vais me permettre un peu là, à la fin de mon allocution, de se questionner sur ça va être quoi le après-crise? Ça va être quoi nos apprentissages collectifs? Qu'est-ce qu'on souhaiterait collectivement pour la société suite à cette pandémie-là? Puis évidemment, à la fin, là, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions s'il y a lieu. Donc, si je commence par un tour d'horizon du Saguenay-Lac-Saint-Jean puis l'état des lieux, là, on ne mettra pas de lunettes roses ce matin, là, puis on va se dire les vraies choses. Là.
Les économistes du mouvement Desjardins ont fait un travail assez remarquable à mes yeux pour mesurer l'impact économique de la crise sanitaire dans chacune des régions du Québec. Puis je peux vous dire, puis tantôt M. Laberge le disait, là, est-ce que ça a cogné fort au Saguenay-Lac-Saint-Jean? La réponse est oui. On anticipe que pour 2020, la baisse du PIB dans la province va être à peu près de 4,6 %. Alors que pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean spécifiquement en 2020, on parle d'un recul du PIB autour de 6,2 %. Jusqu'à maintenant, c'est à peu près 18 000 emplois qui ont été perdus dans la région. Juste entre le mois de février et le mois de juillet, c'est une baisse de l'emploi de 8 %. Ça veut dire concrètement qu'avec ces chiffres-là que je vous partage, l'impact de la crise en 2020 jusqu'à maintenant, c'est autour de 753 millions de dollars de valeur en contrats qui se sont envolés, d'emplois perdus, d'investissements qui ont été annulés, de fermeture de commerce, de réduction de chiffre d'affaires des entreprises. Puis ça, c'est clair à mes yeux que oui, c'est des chiffres, là, mais il faut aussi considérer d'autres impacts qui sont tout aussi importants et qui pèsent très lourd dans la balance. Les familles qui s'inquiètent de la santé de leur aîné, les enfants qui sont plus anxieux, leur vie est comme un peu chamboulée, l'école, les professeurs, les amis, les employés de première ligne dans le système de santé, des marchés d'alimentation, le niveau de stress est plus grand. Puis vous, les entrepreneurs qui êtes habitués de bâtir des entreprises, bien là, il y a un niveau d'anxiété qui est complètement nouveau. Parfois, c'est relié à la perte d'emploi de vos employés. Parfois, c'est relié à la perte de contrat, à comment vous réussissez à continuer de faire rouler vos entreprises dans ce contexte-là. Alors, ça ne se chiffre pas, ça, là, mais ça a, à mes yeux, énormément d'impact dans une région comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Au plus fort du confinement, là, au printemps, là, c'est à peu près 57,2 %. 57,2 % de l'activité des entreprises de la région là, qui a été affectée. C'est le plus haut taux au Québec versus toutes les autres régions. La deuxième région qui a un taux élevé, là, c'est l'Anaudière, avec à peu près 50 % de l'activité économique qui a été touchée. Pour vous donner une idée, à Montréal et à Québec, on parlait à peu près de 35,7 % d'activité économique. Donc, une fois qu'on a dit ça, oui, l'impact a été fort, mais si on regarde en avant maintenant, il y a des bonnes nouvelles quand on regarde à 2021 parce qu'on apprend à vivre avec la COVID, puis on a déjà commencé à stimuler l'économie depuis les dernières semaines, depuis les derniers mois. Donc, si le virus demeure sous contrôle, puis je pense que cette semaine, dans les derniers jours, on voit que c'est tout un défi, là, puis je pense que c'est un incontournable pour réaliser les prévisions que je vais vous partager, là. Mais au niveau des économistes du mouvement Desjardins, on s'attend pour 2021 à un rebond de l'économie de 6,5 %. Puis pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, les chiffres sont positifs, une hausse du PIB de 3,5 %. Donc oui, légèrement moindre que la moyenne de la province, mais globalement positif comme tel. Puis je pense que M. Laberge le disait, il y a plusieurs raisons qui expliquent pourquoi les impacts sont plus prononcés au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis ça tient essentiellement à la structure de votre économie. Là. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est l'une des très grandes régions ressources du Québec, là, avec des activités manufacturières, agricoles, industrielles extrêmement productives. Puis évidemment que le télétravail, là, ça n'a pas le même impact dans une grande région comme la vôtre. Là. Ça n'a pas le même effet de compensation qu'on a pu voir dans d'autres régions du Québec, là, notamment dans les centres urbains. Ce n'est pas la même réalité que vous vivez. Là. Une chaîne de production, là, ça ne roule pas ou ça ne s'opère pas nécessairement avec un ordinateur à partir de la maison. Là. Ça prend des bras, ça prend des personnes, ça prend des gens pour faire rouler des machines. Donc, ce qu'on réalise, nous, dans cette tournée-là, c'est qu'il y a des impératifs qui sont propres à chacune des régions et qu'il va falloir composer avec ces facteurs-là pour restimuler l'économie. Il va falloir que cette stimulation-là, bien, elle soit très adaptée, elle soit très efficace en fonction de la réalité de chacun des milieux. Puis quand on regarde 2021, bien, la relance économique, il va falloir trouver le moyen de régénérer autour de 855 millions de valeur de PIB pour retrouver le volume qu'on avait là, avant la crise sanitaire. Puis c'est clair que ça va prendre du temps. Nos économistes là, l'ont clairement affirmé, là, la capacité de remonter la côte puis de revenir à ce qu'il pouvait y avoir en 2019 ou avant la pandémie, ça n'ira pas avant le milieu de 2022. Là. Donc, on a du travail devant nous, mais je pense que
ce que j'ai le goût aussi de mettre un peu plus l'emphase, c'est est-ce qu'on veut que ça revienne nécessairement comme avant? Je pense que ça, il faut bien le comprendre. Moi, je suis convaincu que l'objectif, ça ne devrait pas être de chercher à revenir comme avant. Ça devrait être de chercher à revenir mieux qu'avant, puis de faire différemment qu'avant. Parce que cette crise-là, je pense qu'on s'en serait tous passés, mais là, on a les deux mains dedans. Puis je pense qu'il faut essayer de tirer le positif de cette situation-là. J'irais même jusqu'à dire, je le disais avec des gens en fin de semaine, là, il ne faut pas gaspiller une bonne crise pour essayer d'apprendre et devenir meilleur dans cette situation-là. Parce qu'actuellement, vous êtes beaucoup d'entrepreneurs qui êtes pris à repenser la façon de produire, d'acheter, de consommer. Ben, pourquoi pas trouver le moyen d'essayer de faire mieux qu'avant? Là? Beaucoup plus efficacement, beaucoup plus proprement, puis je me permettrais même de dire beaucoup plus solidairement. Là. Puis c'est dans cet état d'esprit-là que le mouvement Desjardins souhaite continuer de travailler avec les entrepreneurs et avec la communauté. Vous le savez, Desjardins, c'est de loin là, le premier groupe financier là, au Québec. Là. Premier prêteur aux particuliers, leader dans le financement aux entreprises, le premier assureur de biens auto-habitation au Québec. La relance économique, là, c'est l'une des raisons pourquoi je fais cette tournée, là, ça nous tient vraiment à cœur. Ça fait, 120 ans qu'on existe cette année, puis on a été là dans toutes les régions du Québec, puis on veut continuer de l'être. Là. Je pense que l'une de nos grandes forces depuis notre naissance, c'est la proximité. La proximité qu'on a avec les personnes, la proximité qu'on a avec les entrepreneurs, la proximité qu'on a avec les communautés. Puis cette proximité-là nous a permis, notamment dans le cadre dans la pandémie, là, de passer à l'action très rapidement puis de mettre des initiatives très vite en place. Et puis la relance du Saguenay-Lac-Saint-Jean, pour nous, le mouvement Desjardins, c'est extrêmement, extrêmement important. Juste à la fin de 2019, au 31 décembre, là, on avait en capital de risque investi plus de 70 millions de dollars dans à peu près 70 entreprises de votre région, coopératives, entreprises privées. Donc, pour nous, c'est clair qu'on veut continuer d'injecter du capital de développement, du capital de risque dans vos entreprises. Dès les premières semaines de la pandémie, là, on a mis beaucoup de mesures d'allègement en place. Oui, au niveau du particulier, pour vos employés, pour nos membres, mais aussi au niveau des entreprises. C'est des centaines de milliers d'ententes de reports de paiement qu'on a autorisés. C'est des milliers d'entreprises qui ont eu des moratoires, qui ont eu des reports de paiement, qui ont eu des nouvelles conditions de financement sur leur dossier. Au niveau des prêts d'urgence de 40 000 $ de la Banque de développement du Canada, c'est 76 000 entreprises au Québec qu'on a accompagnées, puis on a déboursé pour 3,1 milliards. Il y a eu pour 3,1 milliards de financement qui est octroyé à ces entreprises-là. Donc, puis le mot d'ordre actuellement, ce qu'on constate, c'est que la situation, elle est encore précaire et on a pris la décision de, si requis pour des entreprises, poursuivre nos mesures d'allègement au cours des prochains mois pour faire face à la crise, oui, mais aider les entreprises à se relancer. Donc, on n'a pas cessé ces mesures d'allègement-là. Elles demeurent disponibles pour les entrepreneurs, même pour les particuliers qui vont nous le demander. Tantôt, on le voyait dans une petite vidéo d'ouverture, là, une vidéo d'ouverture. On est extrêmement fiers aussi d'avoir posé un geste significatif au printemps. C'est de verser 150 millions de dollars dans un fonds, le fonds du grand mouvement, d'ici 2024, pour être capable d'aider les différentes priorités des régions du Québec et de l'Ontario. Donc, c'est le fonds du grand mouvement. Ce fonds-là, il fait suite un peu à un fonds de 100 millions de dollars qu'on avait injecté de 2017 à 2020 dans l'économie du Québec, puis qui avait été un véritable succès. De l'argent neuf pour soutenir vos communautés, les communautés locales. Puis je ne vous cacherai pas qu'on vise là, à soutenir les jeunes, les entrepreneurs, l'environnement, juste à titre d'exemple. Il y a d'autres causes qui vont être importantes, mais tout ce qui touche autour de la jeunesse, l'entrepreneuriat, l'environnement, des projets locaux, ça va vraiment nous interpeller, nous interroger. Juste dans votre région, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on parle de 6 millions de dollars qui est injectés, soit à travers le fonds de 100 millions ou le fonds de 150 millions qui s'en vient, dans 23 projets porteurs pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je pense là, à quelques projets que j'ai le goût de partager avec vous. La bibliothèque de la baie, là, où on a injecté des fonds pour la rendre encore plus proactive ou attrayante. Les jardins Mistook que vous connaissez, où on a permis à plus de jeunes de pouvoir s'impliquer là, afin d'acquérir une nouvelle expérience en culture bio-intensive. 2 projets d'incubateurs d'entreprises qu'on a contribué à lancer. Celui d'Alma,
mais aussi celui d'Incube Desjardins à Saguenay, là, qui va permettre à des entrepreneurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean peut-être d'avoir le goût de se lancer en affaires ou de réaliser des projets dans l'avenir. Donc, il est clair que dans le cadre de cette tournée-là, on veut continuer de réaffirmer notre soutien, mais aussi notre engagement dans l'ensemble des communautés. Là. Parce que je suis convaincu que des communautés saines, bien, ça permet d'avoir une économie qui est encore plus saine. Puis de plus en plus, les entreprises, les entrepreneurs prennent conscience de cette responsabilité-là. Puis la pandémie l'a, selon moi, accentuée comme tel. On a aussi pris le temps de consulter 4000 membres entreprises au cours de l'été pour mieux comprendre leur réalité, leurs besoins, leurs attentes. Puis c'est un dialogue qui nous a aidés à développer des solutions encore plus adaptées puis novatrices pour les entrepreneurs. Et parmi celles-là, j'ai le goût de vous partager 3 solutions qu'on a décidé de mettre de l'avant. La première, c'est que pour les 2 prochaines années, dans le cadre de dossiers de refinancement, pour les gens qui font affaire avec nous, on va maintenir les mêmes conditions de financement, que ce soit le pricing, que ce soit les conditions de financement avant la COVID, pour aider justement les entrepreneurs à passer à travers la période, puis pas aller les pénaliser parce que leur chiffre d'affaires a baissé ou parce que les garanties sont plus les mêmes. Donc, on va garder les mêmes conditions qu'avant la COVID pour les 2 prochaines années. On a une batterie d'experts, notamment pour la moyenne grande entreprise, qui va venir accompagner les gens sur le terrain pour vous aider à repenser, à réorganiser peut-être vos opérations ou voir s'il n'y a pas d'autres avenues de croissance éventuellement. Puis, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous en ont parlé. On a décidé de faire un partenariat pour pouvoir offrir des services de santé en ligne pour vous, les entrepreneurs, ou pour les employés, pour des entreprises qui n'ont peut-être pas ce service-là, parce qu'on sait qu'il y a plus d'anxiété dans la société. Donc, n'hésitez pas à aller voir vos directeurs de compte si c'est requis. Là. Notre but, là, essentiellement, c'est d'avoir des initiatives qui vous donnent de l'oxygène comme entrepreneur, qui peuvent contribuer à réduire vos frais d'exploitation, puis à peut-être garder vos employés encore plus mobilisés pour passer à travers cette situation-là. Puis je prends le temps d'en parler, là, on a aussi mis de l'avant un fonds, le fonds C pour croissance, qui est un fonds clairement là, relié à la COVID, là, parce qu'on veut aider les entrepreneurs, les entreprises à pouvoir mettre en place des solutions à court terme. Parfois, c'est relié à la numérisation, parfois, c'est relié à mettre en place des facilités de télétravail, parfois, c'est acheter des équipements de distanciation sociale, réorganiser un petit peu en fonction des règles sanitaires. Donc, je vous invite vraiment, les entrepreneurs, à communiquer avec votre directeur de compte ou à votre centre Desjardins Entreprises. Là, il y a 200 000 $ qui est alloué juste pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean pour des projets. Souvent, c'est des financements. Ce n'est même pas des financements, c'est des contributions financières de 10 000 $ pour ces éléments spécifiques-là, puis ça vous vient en aide. Là. Et puis, c'est vraiment une contribution financière. Il n'y a pas de remboursement relié à ça. Alors, c'est un soutien additionnel qu'on va apporter à votre région pour les entreprises qui en auraient le besoin. Alors, n'hésitez pas à communiquer avec nous là-dessus. On essaie, vous le voyez, d'avoir des solutions qui sont les plus proches, les plus adaptées à votre réalité d'entrepreneur. Puis le message que j'ai passé, c'est de faire le maximum pour les entreprises actuellement. Oui, de saisir les nouvelles opportunités, même si ce n'est pas toujours évident, puis d'être là dans toutes les circonstances, comme on l'a été depuis 120 ans. Maintenant, quand je regarde la suite, quand je regarde comment on va passer à travers. Je vous le disais tantôt, là, il ne faut pas chercher à revenir comme avant. Il faut essayer d'être meilleur qu'avant. Oui, c'est clair qu'il y a de l'argent. Oui, c'est clair qu'il y a des fonds dédiés. Oui, on a du talent à revendre. Oui, on a du cœur au ventre. Mais là, il va falloir de plus en plus regarder tout dans la même direction puis dans la bonne direction. Je pense que ce matin, je trouve ça très intéressant parce que ça nous permet de se parler. Ça nous permet de se challenger entre nous. Là. C'est pour ça qu'on a décidé chez Desjardins de lancer la tournée En mouvement pour la relance socio-économique. Qu'est-ce qui va changer dans les prochains mois? Qu'est-ce que la pandémie va avoir changé dans votre environnement de travail, dans votre environnement économique? Puis comment les changements vont influencer votre secteur d'activité puis les prochains mois? Je pense que c'est des grosses questions, puis les réponses n'y arriveront pas instantanément ou en dedans d'un week-end. Il faut avoir ce genre de discussion-là, puis je salue la Fédération des chambres de commerce puis votre chambre de commerce d'offrir cette tribune-là, d'échanger entre nous dans votre région, avec vos familles, avec vos collègues, si on veut faire émerger une relance économique qui est différente puis qui est encore plus inclusive. Comme tel. De notre côté, je vous dirais qu'on a déjà une petite idée de quelques éléments de changement qui vont arriver. Le gouvernement du Québec l'a dit, là,
on veut rapatrier au Québec certains domaines de production, notamment, exemple, dans le domaine du biomédical. Bien, ça nous intéresse chez Desjardins. Bien, vous, comme entrepreneur, quand vous entendez ça, vous réagissez comment? Là? Il y a une volonté d'achat local qui est encore plus forte actuellement. Là. On veut même se remettre à développer encore plus la production en serre. Bien, ça, on est déjà là, mais ça nous intéresse nous aussi. Mais vous voyez ça comment comme entrepreneur, ces nouveaux créneaux-là? Il y a toute la lutte au changement climatique qui va emmener plusieurs nouvelles initiatives. Là. Oui, il y a la filière d'électrification des transports, mais qui remonte même jusqu'aux mines de lithium. Il y a toutes les énergies renouvelables, la protection de l'environnement. Il y a des secteurs qui sont en émergence. Là. Oui, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle qui va continuer de prendre la place, mais il y a probablement des nouveaux secteurs qui vont émerger ou qui vont pousser. Alors, moi, je suis aussi convaincu que notre société, là, au cours des prochaines années, prochains mois, va être marquée par des changements de valeur assez importants sur des sujets. Le vieux modèle économique qu'on connaît, là, extraire, transformer, utiliser, jeter, là, ça va de plus en plus devenir dépassé dans le monde moderne qu'on vit actuellement. Il faut trouver le moyen de passer à d'autres choses. Parce que vous le savez comme moi, c'est insoutenable sur le plan économique, puis c'est insoutenable sur le plan environnemental. Rappelez-vous les discussions qu'on avait en 2018-2019. La pandémie, là, selon moi, ce qu'elle a fait, là, elle nous a fait prendre conscience de notre fragilité. Puis que le monde l'était tout autant. Là. Puis en même temps, ce que je réalise dans les dernières semaines, c'est qu'il commence à y avoir une prise de conscience encore plus collective, tranquillement. Là. Mais c'est positif. Moi, ça me donne espoir que les gens veulent construire quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. Là. Et je suis convaincu que les citoyens, les consommateurs, les actionnaire vont être de plus en plus nombreux à rechercher des projets, à rechercher des produits qui s'insèrent là, dans l'économie circulaire. Là. Une économie où on construit un écosystème économique où rien n'est perdu, là, où tout est réutilisé, là, où le produit usé d'une entreprise devient le début de la chaîne pour une autre entreprise. Là. Où on crée toutes sortes de boucles entre nous pour faire en sorte qu'on utilise de moins en moins de ressources vierges, qu'on cesse de gaspiller, puis qu'on va mener nos activités économiques avec beaucoup plus de respect des personnes, mais aussi de l'environnement. Et cette collaboration-là, elle va s'accentuer, je crois, au cours des prochains mois, au cours des prochaines années. Dans notre cas, chez Desjardins, on a décidé d'investir dans ce concept d'économie circulaire. On a signé une collaboration importante avec l'École de technologie supérieure et on va investir 2 millions de dollars au cours des prochaines années pour voir si, avec des entreprises, on ne peut pas innover, on ne peut pas augmenter la productivité en ayant une meilleure utilisation des ressources et en réduisant en même temps les émissions de gaz à effet de serre. Selon moi, l'économie circulaire a vraiment la capacité d'être un tremplin pour le Québec, pour propulser notre province là, et plusieurs régions du Québec vers une économie qui est beaucoup plus productive, qui est beaucoup plus résiliente, qui est beaucoup plus locale aussi, moins vulnérable aux importations étrangères, puis qui va permettre de développer encore plus localement les différentes activités des entreprises. L'autre changement de valeur qui pour moi, va clairement se faire, c'est avec la pandémie, là, on réalise qu'on est tous responsables encore plus les uns des autres actuellement. Puis je pense qu'on a réalisé que les gouvernements ont joué un rôle important pour amortir le choc de la crise sanitaire, mais de la crise économique. Alors, ce que je vois comme changement qui commence à émerger, c'est le retour à une pensée plus collective. Là. Pendant des décennies, là, le vent a soufflé dans le sens de la promotion des libertés individuelles. Là. Puis ça, comprenez-moi bien, là, c'était bien. Là, hein? C'est un courant là, qui est indissociable là, de l'émergence d'un paquet d'entrepreneurs à succès au Québec, des créateurs d'entreprises, des créateurs de projets qui ont été extrêmement profitables pour la province. Là. Mais la pandémie, elle nous ramène à se rappeler l'importance de la pensée collective puis du rôle de l'État comme protecteur du bien commun. Oui, on est bien libre, mais on est fort ensemble. Puis je suis convaincu que le modèle coopératif,
avec ses valeurs d'entraide, de solidarité, d'engagement, ben, c'est plus pertinent que jamais actuellement. Puis pour moi, c'est un atout majeur pour traverser la présente crise, là. Il faut envisager les choses différemment, puis il faut les envisager avec une perspective encore plus de pérennité, là. Puis c'est exactement ce que la société a besoin actuellement. Je suis convaincu qu'on va voir de plus en plus des engagements à long terme de la part des entreprises. Puis les entreprises vont s'engager puis s'impliquer encore plus socialement, encore plus qu'avant la pandémie. On va aller vers une société qui est encore plus consciente, qui est encore plus ancrée dans les personnes, dans les communautés, dans l'environnement. Et évidemment qu'il y a des défis à court terme. Là. La semaine prochaine, après-midi, la semaine prochaine, dans un mois, on a des défis à relever. Là. Mais c'est clair qu'il y a un avenir qui peut être très prometteur devant nous. Puis oui, la pandémie, tout le monde le sait, on va passer à travers, on va se construire quelque chose de meilleur pour la suite. Là. Il faut serrer les coudes, tout le monde. Il faut que l'effort, elle se fasse collectivement pour repositionner nos entreprises, pour repositionner notre économie, puis pas chercher à revenir comme avant, mais à faire mieux qu'avant. En tout cas, chez nous, chez Desjardins, c'est ce qui nous motive vraiment. Pensez cet avenir-là en voulant faire mieux avec vous, les entrepreneurs, avec vous, les familles du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Merci beaucoup, tout le monde. Excellent. Alors, merci beaucoup, Guy. Évidemment, c'est la première fois que j'ai l'occasion de t'entendre dans le cadre de notre tournée. De toute évidence, c'est un propos qui est très, très inspirant, très solidaire aussi. Hein. Je pense que c'est à la base aussi de l'ADN du mouvement Desjardins. Alors, je veux vraiment prendre le temps de te remercier pour cette allocution-là. Je vais, avant de céder la parole à François et à nos deux invités entrepreneurs, je vais faire ça assez rapidement, mais je vais vous parler un peu de l'Observatoire FCCQ. Donc, on lance dans le cadre de la tournée. Mais c'est important pour moi de vous dire que c'est un outil qui va perdurer dans le temps. Donc, c'est vraiment un outil pour aller prendre le pouls dans toutes les régions du Québec en temps presque réel. Donc, en vous inscrivant à la plateforme, c'est plus qu'un sondage. C'est important pour moi de l'expliquer. Donc, c'est vraiment une plateforme sur laquelle vous vous inscrivez pour une première fois. Et par la suite, durant l'année, on va vous pousser quelques questions calquées sur l'actualité pour que ça puisse nous servir d'outil finalement de relations gouvernementales, de représentation et d'affaires publiques pour porter la voix des entrepreneurs, autant dans votre région et qu'au niveau du gouvernement du Québec ou à Ottawa. Et la force de l'outil va dépendre du nombre de participants. Donc, si vous voulez que vos décideurs locaux aient le meilleur portrait possible de la région, il faut qu'on ait le plus de participants possible. Alors, évidemment, on lance l'outil aujourd'hui, donc on construit l'avion en plein vol. Là. Je suis un peu tanné d'entendre cette expression-là, mais c'est ça quand même. Vous êtes plus de 200 à vous être inscrits aujourd'hui et je vous dirais qu'on a reçu, là, on a dû fermer le sondage lundi, mais on a reçu déjà plus de 125 ou 130 participants. Mais j'aimerais ça vraiment, si vous voulez faire une action positive pour la relance, en quittant le webinaire ce matin, allez sur le site fccq.ca et inscrivez-vous. Évidemment, c'est gratuit. Donc, on va vous poser quelques questions de nature démographique ou de nature structurelle sur votre entreprise. Et par la suite, durant l'année, on vous posera d'autres questions. Alors, même si ce sondage-là est terminé, on va quand même continuer d'accueillir les répondants, puis ça va nous servir pour le rapport final qui va nous servir donc dans des efforts de relations gouvernementales. Alors, Sonia, je te demanderais de passer peut-être à la prochaine diapositive. Donc, comme on a arrêté le sondage lundi, on a 88 participants, qui est quand même déjà assez bien selon moi. Et vous voyez rapidement ici qu'on va chercher vraiment à la fois des petites entreprises, donc de moins de 10 employés. On a jusqu'à 50 des répondants qui ont moins de 50 employés. On a quand même un bon bassin de personnes qui couvrent la très grande entreprise au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, une belle représentativité en général au niveau de la taille des entreprises. Prochaine diapo, Sonia. Au niveau des secteurs d'activité qui sont représentés, alors, je pense que le message global ici, c'est qu'on a une belle représentativité, encore une fois, de tous les secteurs. Donc, évidemment, des secteurs qui sont particulièrement forts à Saguenay, donc la fabrication, les services professionnels, la finance. Donc, on sait que c'est vraiment une ville ressource donc, pour l'ensemble de la région. Donc, c'est vraiment ça qu'on est allé chercher au niveau de la représentativité. Je vais vous parler vraiment des constats et des impacts de la crise. Donc, je vais passer tout de suite à la prochaine diapo. Donc, sur les impacts économiques et financiers de la pandémie. Je trouve ça intéressant qu'on regarde ensemble. Donc, c'est une mesure qui est subjective, mais quel a été l'impact selon les répondants de la crise actuelle? Et on voit qu'on a 67 d'impact négatif et environ donc 15 d'impact
positif. 9 aucun impact. Je trouve ça intéressant aussi. Donc, ça veut dire que près d'une entreprise sur 4 a eu soit aucun impact ou un impact qu'ils ont qualifié de positif. Je trouve ça intéressant parce qu'on a fait en mai dernier, avec l'Institut de recherche sur les PME, une enquête où on avait montré justement des différences régionales. Et le Saguenay-Lac-Saint-Jean était ressorti comme la région qui avait eu le plus dur coût financier. Je trouve ça intéressant parce qu'on entend quand même des gens qui, parfois, ne le disent pas très fort, mais qui font quand même de très bonnes affaires dans le cadre de la crise. Alors, c'est à se demander si finalement, on n'a pas une situation qui est peut-être un peu moins pire qu'on aurait peut-être pensé en mars ou en avril. Donc, évidemment, 67 c'est significatif d'impact négatif, mais ce n'est pas 95 non plus. Alors, je pense qu'il y a une espèce d'élan d'espoir là, qui peut être retenu là, de cette diapo-là. Au niveau de la prochaine diapo, donc, c'est quoi les impacts particuliers qui ont été nommés? Évidemment, le report ou l'annulation d'événements importants, donc près de la moitié des répondants ont mentionné que tout ce qui est évidemment la rencontre humaine, donc l'expérience humaine, que ce soit des événements, mais aussi des contacts avec les clients via une panoplie d'activités, ce sont des choses qui ont été fortement impactées dans votre région. J'attire votre attention aussi sur le 35 de baisse des ventes. Alors, on a une entreprise sur 3 qui a répertorié une baisse des ventes dans le cadre de la crise. Mais on se rappellera que 67 des gens qui ont dit qu'il y avait eu un impact négatif. Ça veut dire que les gens accordent une importance grandissante, je vous dirais, à d'autres facteurs que la baisse des ventes. Donc, la situation de leurs employés, la santé psychologique, physique aussi de leurs employés, les enjeux de chaîne d'approvisionnement. Donc, on peut avoir un carnet de commandes qui reste plein, mais on a des problèmes d'approvisionnement. Donc, tout ça pour vous dire que la baisse des ventes, ce n'est pas le seul marqueur pour expliquer justement quand une situation devient problématique ou pas. Et un autre point que je veux marquer, dont je veux marquer l'importance, 23 des entreprises ont fait des mises à pied. Évidemment, c'est beaucoup trop, mais j'ai envie de vous dire, est-ce que ce chiffre-là n'est pas aussi bas que 23 parce que justement, il y a des mesures qui ont été efficaces dans le cadre de la crise? Je pense entre autres à la subvention salariale. Puis je tiens à rappeler, je fais de l'autopromotion pendant 10 secondes, mais les associations économiques comme la nôtre, on a été très, très vocales donc pour convaincre le gouvernement d'adopter des mesures comme ça pour protéger le lien d'emploi puis s'assurer que les entreprises puissent faire la relance très, très rapidement. Alors, de voir que 23 dans votre région ont dû mettre mettre des gens à pied, je pense que ça prouve que ce chiffre-là aurait été beaucoup plus élevé si on n'avait pas eu des mesures directes comme celles que je viens de vous mentionner. Je continue au niveau des freins. Alors, je trouve ça intéressant, un des plus hauts chiffres du sondage. Donc, le principal frein à la relance, c'est les difficultés de main-d'œuvre. Vous allez me dire, on a un taux de chômage de 8,7 on a été à 17 Ils sont où, ces gens-là, s'ils n'ont pas d'emploi? Le problème, évidemment, c'est que ce n'est pas parce qu'on est au chômage qu'on est disponible à faire tout type d'emploi. Donc, évidemment, un des principaux enjeux, puis le gouvernement du Québec, je dois dire, avec nos discussions avec le ministre Boulay, l'a bien cerné, c'est toute la question de requalification de la main-d'œuvre. Donc, de prendre des gens qui étaient dans des secteurs qui vont aller moins bien dans les prochains mois, dans les prochaines années, et de les faire transiter vers d'autres secteurs, bien, ça demande une volonté, mais ça demande aussi des qualifications. Alors, le 16 octobre prochain, le ministre Boulay a annoncé, entre autres, un forum virtuel sur la requalification de la main-d'œuvre à laquelle on va participer au nom du réseau de chambres pour justement trouver des solutions pour s'assurer que les gens qui sont disponibles à l'emploi aient les qualifications pour les emplois qui existent. Il y a aussi toute la question de l'immigration. Hein. J'ai entendu plusieurs associations faire la promotion d'une baisse des seuils d'immigration. Je pense que c'est une mauvaise idée. L'immigration va continuer d'être un facteur de succès de la relance économique et d'aller chercher des expertises qu'on n'a pas nécessairement dans notre pool, je vous dirais, de gens sans emploi au Québec. Je continue, Sonia, au niveau des mesures d'aide qui ont été les plus utiles. Alors, ça fait un peu le parallèle entre ce que je vous disais au niveau de la subvention salariale. Donc, près de 41 ont estimé que c'était une des principales mesures qui les avait aidés. Les allègements fiscaux aussi, donc le report de TPS, le report de TVQ, des impôts, des choses qui ont été très, très utiles. Et la révision de la PCU. Alors, ça, ce n'est pas une mesure, c'est le fait d'annuler une mesure qui a été une mesure d'aide finalement. Parce que vous vous rappellerez que quand la PCU a débuté, on était tous
en tout cas pratiquement en faveur de cette mesure d'urgence-là, mais rapidement, c'est devenu un frein à la réembauche des gens. Je pense entre autres au secteur agroalimentaire, au secteur touristique, où les entrepreneurs avaient de la misère à trouver des gens. Donc, la conversion de cette PCU-là a fait en sorte que ça a aidé à la relance dans votre région. Un dernier chiffre, en bas, 8 l'aide d'urgence pour le loyer commercial. Alors, c'est simplement pour vous illustrer que cette bonne idée-là ne s'est pas très bien concrétisée. Alors, les critères d'admissibilité, la complexité pour avoir accès à l'argent font en sorte que seulement 8 dans votre région ont pu se prévaloir de ce service-là. Donc, c'était une bonne idée, mais je pense que dont l'exécution a été un petit peu déficiente. Et finalement, je termine sur le télétravail. Donc, on entend à tous les jours dans la radio, à la télévision, puis M. Cormier est au courant aussi. Le télétravail, oui, c'est un enjeu pour le centre-ville de Montréal important, mais regardez les chiffres dans votre région. 73 des répondants offrent encore à leurs employés du télétravail. Alors, ce n'est pas qu'une situation de métropole ou de capitale nationale. Donc, on le vit aussi dans les régions. Et c'est tant mieux. Mais deux choses, par contre. Il faudrait que l'Internet soit accessible de façon égalitaire, je vous dirais, dans l'ensemble du territoire québécois. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a des régions où c'est difficile. Je pense entre autres, à des régions comme le Témiscouata, en Gaspésie, en Abitibi. C'est pratiquement un peu un bordel, là. Donc, on souhaite que ça se règle rapidement. Et deuxièmement, il va falloir que les lois du travail s'adaptent à cette nouvelle réalité-là. Alors, c'est un chantier aussi qu'on va avoir avec le ministère du Travail de s'assurer la protection des travailleurs, mais la protection des employeurs aussi, avec un tel niveau de télétravail, avec des gens qui ont différentes places d'affaires finalement pour travailler. Alors, je m'arrête là-dessus. Donc, voilà un exemple de données hyper régionalisées qu'on va pouvoir aller chercher avec l'Observatoire. Donc, encore une fois, je vous invite à aller sur le site fccq.ca pour bonifier cette base de données-là. Et je cède la parole à François pour la suite des choses. Merci. Merci beaucoup, Charles. Alors, c'est un plaisir de vous accompagner également avec nos deux prochains invités. Mais d'abord, j'aimerais aussi vous inviter, on est presque 210 personnes là, actuellement sur notre conférence, qui est un succès. Merci beaucoup de participer d'ailleurs à cette conférence aujourd'hui et de vous inviter, si vous avez quelques questions que ce soit, à nous les écrire. Ça nous fera plaisir, M. Cormier, Charles, moi ou encore nos invités, de répondre à vos différentes questions. Alors, écrivez-les, soyez sans filtre, n'hésitez pas à nous écrire et ça nous fera plaisir de vous répondre. Alors, sans plus tarder, je vous présente tout de suite nos deux invités ce matin, deux entrepreneurs. D'abord, Nathalie Gagnon, qui est directrice du marketing et actionnaire chez Derry Télécom. Madame Gagnon, bonjour. Et également Yves Girard, qui est chef de la direction chez Coopérative Nutrinor. Monsieur Girard, bonjour. Bonjour. J'aimerais commencer par Mme Gagnon. Vous êtes dans une entreprise qui est soixantenaire. Hein? Elle existe depuis 1954, cette entreprise-là. Une entreprise qui, contrairement à ce que les gens pensent, n'est pas strictement régionale. Ce n'est pas une entreprise régionale. On peut d'ores et déjà qualifier qu'elle est provinciale maintenant. Vous avez connu une croissance fulgurante. Comment vous expliquez le succès de votre entreprise? Bien, je pense que le succès de l'entreprise a été basé sur ses valeurs. Nous, on est très proche de nos gens, de nos clients. La proximité, comme disait M. Cormier tout à l'heure, c'est une valeur qui nous habite aussi. Donc, ça a fait partie du succès certainement. Et nos employés transmettent ça à nos clients. Donc, on a réussi à avoir une certaine croissance, à offrir, je pense, une qualité de service qui est similaire, même à des niveaux peut-être supérieurs que certains gros joueurs, mais tout en gardant la couleur d'un service de proximité régionale. On s'assure d'avoir une gestion très lean, très près de nos employés pour s'ajuster aux besoins des clients. Alors, je pense que ça explique une grande partie de l'amour que nos clients nous portent. Oui, d'ailleurs, ça s'est transparu dans les différents sondages. Pas plus tard que l'année passée, vous avez surpassé les grandes semondes, d'ailleurs, en étant élu la compagnie en télécommunication de l'année. C'est pas pour rien. Je regardais d'ailleurs les offres d'emploi que vous faites et il y a deux petites phrases dans le bas des demandes d'emploi. Vous mettez beaucoup l'accent à vos employés sur le service à la clientèle. C'est important pour vous, ça.
c'est primordial, le service à la clientèle. Puis, il ne faut pas oublier qu'on a une gestion on a un siège social qui est à la baie. On a 450 employés au total au Québec, là, plus ou moins dépendamment de la saison. Et puis, on a 250 là, qui sont situés à la baie, alors en région. Et on a quand même une gestion décentralisée. Nos gens vivent avec les clients. Nos gens sentent, si les clients dans leur famille ont vu une petite problématique sur le terrain, vous pouvez être sûr qu'on le sait au niveau de la direction dès le lendemain parce qu'ils s'en font parler directement à la maison. Et ça, ça donne la couleur à l'entreprise. Ça nous permet d'être proactifs au niveau de nos clients et de ne pas avoir nécessairement un service qui est uniforme dans la province. On s'adapte aux réalités de chacune des localités parce qu'il faut dire que Desrue Télécom, la ville de la baie est peut-être le secteur le plus urbain. On a quelques municipalités comme ça, peut-être 8 là, qui sont un petit peu plus urbaines, la baie étant la plus grosse, mais en majorité, on dessert des localités qui sont entre 600 et 1000 habitants. De là, l'importance d'être près de nos gens puis d'offrir un service qui leur ressemble, qui leur convient. Parce que tout le monde se connaît, là, hein? Dans une petite municipalité entre 600 et 1000 habitants. Il ne faut pas faire des gaffes trop souvent. Là. Chez nous, au marketing, le bouche-à-oreille, il faut en tenir compte. Parce que c'est pas long que si il y a un petit quelque chose qui va moins bien ou qui va bien aussi, hein? On a des succès des fois que ça part comme une traînée de poudre. Là. Il faut gérer le bouche-à-oreille. Effectivement, ça fait partie de notre réalité. Monsieur Girard, chez Nutrinor, c'est une situation tout autre. C'est une coopérative, d'abord et avant tout, il faut quand même le mentionner. Quatre entreprises dans une. Hein? Vous êtes dans le domaine agroalimentaire, dans la distribution d'énergie. Vous êtes également distributeur grâce à BMR, entre autres, dans le commerce de détail. Parlez-nous de votre entreprise de façon générale. Comment elle s'est bâtie, entre autres? Ben, Nutrinor existe depuis 1949, vous l'avez dit, c'est une coopérative. Donc, la majorité des coopératives du Québec, c'est issu de fusion depuis les débuts des années 1900. Nutrinor est issu aussi de cette historique-là au niveau de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a maintenant une seule grande coopérative agricole, agroalimentaire dans la région qui s'appelle Nutrinor. On a maintenant aujourd'hui 850 employés. C'est 500 millions de chiffre d'affaires, 200 millions d'actifs. Comme vous l'avez dit, c'est une coopérative qui est très diversifiée. On est dans 4 grands domaines d'activité. On était en croissance avant la pandémie. Je vous dirais que ça a été un grand choc. M. Cormier en a parlé tantôt. Là, je pense qu'il faut commencer à penser autrement, mais je vous dirais que de par nos valeurs coopératives déjà bien ancrées avant la pandémie, on a une démarche de développement durable depuis 2009 qui est inclue dans nos façons de faire à l'intérieur même des opérations de Nutrinor. Et on accélère cette démarche de développement durable-là encore. C'est ce qu'on va faire dans le futur. Je pense que M. Cormier l'a bien dit tantôt. Il va falloir penser plus loin que juste l'économie de marché dans le futur. L'économique va demeurer extrêmement importante dans l'équation du développement durable, mais tout le rôle social et le rôle environnemental que chaque entreprise a à jouer va devenir, à mon avis, primordial. La collectivité va être de plus en plus importante parce que c'est en serrant les coudes qu'on va sortir de cette pandémie-là. Pour nous, c'est clair. Donc, on a lancé dernièrement, vous l'avez vu, puis ce n'est pas à cause de la pandémie qu'on l'a lancé, le PADN, notre pacte agricole de développement durable Nutrinor, qui va avoir un impact important partout au Québec parce qu'on a des activités, pas juste dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a à peu près une centaine d'employés dans la région de Montréal. On a une fromagerie, la fromagerie Champêtre à Repentigny. On a des courtiers dans la région de Longueuil qui travaillent d'une trentaine de pays pour l'importation, l'exportation d'ingrédients laitiers pour tous les industriels laitiers du Canada. Et on le fait, malgré qu'on ait une moyenne ou grande coopérative, on essaie quand même d'avoir une structure de gestion qui est décentralisée et qui est très humaine aussi. Puis ça va devenir de plus en plus important pour le futur. Puis j'aimais bien Mme Gagnon quand elle disait tantôt qu'on a l'impact qu'on a dans notre communauté, on s'en fait parler. Bien, nous, on est propriétaire de 1000 producteurs agricoles. Puis je peux vous dire qu'on est scruté à la loupe dans le réseau coopératif. C'est pas long que quand on fait une petite
un petit pas de côté qu'on se le fait dire. Donc, c'est très positif parce que c'est ça qui fait en sorte qu'on a un côté humain dans notre entreprise. Et justement, quand vous êtes arrivé en 2001, ça a beau être une coopérative, mais c'était pas Jojo à cette époque-là, c'était extrêmement difficile. Comment l'expérience que vous avez vécue à cette époque-là vous a servi pendant le temps de la COVID? C'est clair que je ne pensais pas revivre un redressement parce que j'ai fait le redressement dans les débuts des années 2000, mais je vous dirais que dès le mois de mars, on s'est comporté comme si on était obligé de faire un redressement parce que tout a arrêté tout d'un coup. Donc, ça a été un choc physique, mais je pourrais dire un choc psychologique collectif qu'on a vécu. Et je pense que l'expérience de redressement que j'ai eue dans mes 2 autres vies avant et chez Nutrinor au début des années 2000 m'a servi. Malheureusement, on a dû mettre à pied sur les 850, à peu près 150 employés rapidement à pied. Mais on a aussi, de par nos valeurs collectives et nos valeurs humaines aussi, on a quand même soutenu ces entreprises, ces employés-là. On n'a pas attendu que le gouvernement donne l'argent. On a commencé à donner des coupons pour aller à l'épicerie. On a donné on a soutenu ces employés-là le plus possible. On a mis sur pied un fonds où est-ce que les employés pouvaient verser de l'argent dedans. Nutrinor en a mis aussi pour soutenir temporairement ces employés-là qui étaient mis à pied. Parce que notre objectif, c'était de les rapatrier. À chaque semaine, plutôt que communiquer par email, je communiquais verbalement, comme je fais là aujourd'hui, aux employés par Zoom. Tout le monde pouvait poser les questions qu'il voulait. Et j'ai toujours dit que notre objectif, c'était de rapatrier ces emplois-là. Et aujourd'hui, les employés sont tous revenus au travail parce qu'on est quand même dans des secteurs d'activité qui sont essentiels. Heureusement, on fait partie des privilégiés de cette crise-là. Et on veut faire partie de la relance, on veut aider la collectivité aussi. On a aussi mis en place on a donné des dons de lait, du fromage aux denrées alimentaires. C'est près de 100 000 qu'on a donné dès le début de la crise pour aider les collectivités. Bon, je poserais peut-être la même question à Mme Gagnon. Comment vous avez passé au travers? Parce qu'on a souvent l'impression que les câbleaux distributeurs ou ceux qui œuvrent dans le domaine des télécommunications ont eu moins de difficultés que les autres à passer au travers dans le sens où, si je veux avoir Netflix, il va falloir que j'ai l'Internet. Ça me prend le téléviseur, le câble. On était confinés, donc ça nous prenait du divertissement. Comment vous l'avez vécu, vous, de votre côté? Bien, en fait, la vérité, c'est qu'il n'y a pas eu plus d'abonnements à l'Internet parce qu'on était en période de pandémie. Ce qui a changé, c'est la consommation des gens à la maison. Et là, ce qu'on a vu, c'est une augmentation phénoménale de la consommation à la maison et le fait aussi que tout le monde était là. Bon, mais le nombre d'utilisateurs sur les Wi-Fi ou sur les vidéoconférences fait en sorte que le besoin du client change. Tu sais, il y a besoin de plus de capacité. Et nous, ça a quand même demandé une grande adaptation de faire face à ça. Ça a bien été, je tiens à le dire, au niveau des réseaux, mais ça a demandé quand même une grande adaptation. Et comme vous le savez tous, là, on a fait congé, comme les grands de ce monde, sur les frais excédentaires de téléchargement Internet. Donc, ce n'est pas rien non plus, parce que nous, on doit, bien entendu, assumer ces frais-là, mais ça a été notre grande contribution là, à la communauté là, dans cette période-là. Donc, c'est sûr qu'on a eu un ralentissement aussi des ventes. Là. Les gens, contrairement à ce qu'ils pensent, oui, il y a eu un petit peu, peut-être 30 d'augmentation d'un super écran, mais pour ce qui est tous les forfaits sport et tous ces forfaits-là qui sont un petit peu plus du loisir, bon, les gens ont eu le réflexe de diminuer leur charge. Il faut dire qu'il n'y avait pas grand hockey non plus. C'est ça. Les forfaits sport ont été moins populaires, mais ça a accéléré des phénomènes aussi déjà présents, dont le désabonnement de la ligne fixe vers le cellulaire. Le désabonnement même, certains ont diminué beaucoup la TV sans se désabonner pour écouter des séries Netflix et tout ça. Fait que pour nous, ça a vraiment accéléré des phénomènes là, qui étaient déjà là. Donc, on a un impact, mais surtout l'impact qui a été humain. Parce que vous comprendrez qu'on a été mis essentiel, mais on n'était pas dans le domaine de la santé. Donc, on devait demander quand même à des techniciens d'entrer dans les demeures. Avec toute la peur qui habitait,
À ce moment-là, garder les gens au travail a été un enjeu pendant cette période-là, mais heureusement, on a du monde qui s'est serré chez nous. Ça a bien été avec notre personnel. Peut-être une question en terminant, M. Girard. Comment vous entrevoyez la reprise maintenant? La majorité de vos activités sont revenues quasi à la normale. On l'a vu dans le domaine de la quincaillerie, pour l'avoir vécu moi-même ici, où il manque du matériel à peu près partout. Vous avez eu une très, très forte, malgré le confinement pendant une couple de mois. À la réouverture, tout le monde s'est lancé dans la quincaillerie. Dans le domaine agroalimentaire aussi, il y a eu reprise de ce côté-là. Comment vous entrevoyez l'avenir maintenant de votre côté? Bon, de notre côté, c'est clair que on parlait des chaînes d'approvisionnement tantôt, là, ça va être un enjeu majeur pour le futur, que ce soit par rapport à l'importation des produits à l'international, par le manque d'employés ou des crises qu'il peut y avoir dans certains pays pour les produits de quincaillerie que vous parlez, mais aussi au niveau de tout ce qui est denrées alimentaires. Moi, je pense que ça va être un enjeu extrêmement important pour les prochains mois parce qu'on ne sait pas quelle ampleur va avoir la deuxième vague. On peut craindre le pire, mais je pense que c'est important d'avoir le plus possible de production locale. L'autosuffisance, j'y crois moins parce que je ne pense pas qu'on fasse de bananes au Saguenay-Lac-Saint-Jean d'ici les 2 prochaines années, mais il reste qu'il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités qui sont devant nous. On parlait des serres tout à l'heure, qui peut être un secteur qui peut être très, très bien se développer. L'automatisation, c'est sûr que nous, on n'arrêtera pas les investissements. Je vous l'ai dit tantôt, on fait partie des privilégiés. On était en pleine planification stratégique pour les 4 prochaines années quand la pandémie est arrivée. On n'a pas arrêté la planification stratégique. On a simplement mis les enjeux de la pandémie dans notre planification stratégique parce que ça va revenir à la normale probablement en 2022. Puis il faut être prêt. Donc, il faut se préparer tout de suite. Si on attend avant de faire nos plans, si on met tout sur pause, là, ça va être plus long. Ça va être juste en 2025 et en 2026 qu'on va s'en remettre. Donc, nous, les investissements, on va les continuer. C'est sûr qu'on va avoir besoin des supports de nos financiers. On va avoir besoin, je pense, aussi du gouvernement dans cette croissance-là. On a investi 100 millions dans les 4 dernières années chez Nutrinor. Puis le plan stratégique pour les 4 prochaines années nous amène des investissements presque aussi importants, sinon plus. C'est sûr qu'on va y aller en fonction de la reprise économique, mais on n'attend pas attendre qu'après la reprise, il faut se préparer tout de suite. Puis moi, il y a un thème que je lance à mes employés qui est primordial, c'est l'agilité. Il va falloir être très agile parce qu'il n'y a rien de pareil qui va se passer comme c'était dans le passé. Et y aller aussi sur l'automatisation le plus possible, c'est ce qui va nous sortir du problème de main-d'œuvre qu'on vit actuellement aussi. Alors, j'invite encore une fois nos participants à nous écrire. Déjà, il y a des questions qui sont entrées. Une première pour M. Milliard. Charles, Sébastien nous écrit avec une question très pertinente à propos de l'immigration. On le sait, il y a une réforme là, qui est en cours pour le programme d'expérience Québec, qu'on appelle le fameux PEC. Il y a beaucoup de crainte de perdre une grande partie des étudiants internationaux qui étudient chez nous en formation professionnelle. Est-ce que vous prévoyez des discussions avec le ministère de l'Immigration pour adresser la problématique qui risque de priver le Québec de beaucoup d'employés? Parce que vous avez mentionné tantôt qu'une partie des solutions, ça va passer par l'immigration. Bien, c'est une excellente question, M. Renaud, puis on pourrait faire un webinaire juste là-dessus, mais rapidement, je vous dirais que vous vous rappellerez que la première mouture du PEC en novembre a soulevé la colère, je vous dirais, du milieu des affaires. Et là, on a vraiment une nouvelle dynamique avec Mme Giraud, où on sent vraiment un changement de ton. J'ai envie de vous dire que les modifications nous ont agréablement surpris. Là. Je pense qu'il y a eu plusieurs gains qui ont été faits dans la version 2.0, entre autres sur l'expérience qui est requise pour les étudiants, nommément là, sur ce que vous mentionnez, la formation professionnelle. Donc, on est passé de 2 ans d'expérience requise à 18 mois. Puis, on reconnaît aussi pour 3 mois, un maximum de 3 mois, les stages. Donc, je vous dirais que la situation s'est un peu améliorée. Votre question, c'est est-ce qu'on va continuer de parler de ça au ministère de l'Immigration? Vous pouvez compter sur nous. Je vous rappelle qu'on a un programme à la Fédération qui a un emploi en sol québécois où on veut justement inciter
les personnes immigrantes qui souvent arrivent à Montréal ou à Québec à aller justement à la rencontre d'un autre style de vie, de d'autres opportunités de vie en région. Alors, évidemment que la pandémie, c'est difficile de remplir un autobus pour amener les gens à Saguenay ou à Roberval, mais on le fait via une plateforme web avec la compagnie Workland. Et donc, tout ça pour vous dire que non seulement on a un discours pro-immigration, mais on a des actions concrètes à la Fédération pour valoriser ça. Alors, on va être un peu le dernier sur le champ de bataille là-dessus. Là. Vous pouvez compter sur nous. J'ai une question pour M. Cormier maintenant. M. Gérard parlait d'investissement, des investissements de 100 millions et qu'il va falloir regarder toutes les opportunités possibles pour les prochains mois, les prochaines années, afin de contribuer à une relance soit de l'entreprise ou de la reprise économique. Par contre, j'ai vu un sondage la semaine dernière qui disait que 60% des entreprises au Canada et au Québec, par surcroît, hésiteraient à réinvestir cette année en raison de la COVID. Est-ce que vous, ça vous inquiète de votre côté? Écoutez, je pense que bien avant la COVID, là, le Québec était l'une des provinces où l'investissement privé, l'investissement des entreprises était inférieur à d'autres provinces, même à d'autres endroits à travers le monde. Donc, c'est un problème qui est quand même un peu plus fondamental que juste la province, que juste la COVID. On dirait qu'on a ce défi-là de stimuler l'investissement privé des entreprises pour plein de raisons. Parfois, c'est le risque, parfois, c'est l'âge des entrepreneurs, parfois, c'est le futur que l'on voit dans l'entreprise. Mais moi, au contraire, je parle à beaucoup d'entrepreneurs actuellement. Puis oui, il y en a certains qui sont un peu plus craintifs avant d'investir, mais beaucoup d'autres sont en mode, au contraire, là, c'est le temps d'investir. J'ai soit un ralentissement de ma production, donc c'est le temps de réorganiser mon usine, mon entrepôt. J'ai des opportunités d'affaires qui sont un peu nouvelles parce que tout le monde est en train de regarder qui sont ses fournisseurs, qui sont ses clients. Donc, il se brasse quelque chose. Alors, moi, j'entends aussi, une crise, c'est généralement une opportunité aussi, là. Alors, je pense qu'il faut avoir un niveau de prudence peut-être un peu plus grand que 2015, 2016, 2017, où tout était sur une belle aire d'aller. Mais je ne cesserai pas les investissements. En tout cas, chez nous, chez Desjardins, ce n'est pas ce qu'on fait, au contraire. Et je pense que quand on est un entrepreneur, oui, je sais qu'actuellement, tout le monde là, regarde là, les prochaines minutes au cadran, là, mais on sait qu'il va y avoir une deuxième période, une troisième période. Il va y avoir une prochaine décennie devant nous. Puis le cycle économique va faire que ça va aller en progressant. Alors, les investissements d'aujourd'hui vont être porteurs pour les prochaines années, c'est clair. Je suis certain qu'il y a M. Laberge, je pense, qui aurait une question à poser. Allez-y, M. Laberge. Oui, bonjour. Ben, on est ici dans la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis j'ai écouté le discours de M. Cormier tout à l'heure. Ça m'a parlé, il y a un point qui m'a parlé, puis je voulais juste avoir une précision là-dessus. Là. On parlait beaucoup de la vision du futur, puis de l'économie circulaire, puis d'essayer de réutiliser nos ressources. Puis d'accord avec ça, on a d'ailleurs des entreprises dans la région qui sont fortes là-dedans, qui sont tournées vers ça. Mais en même temps, on est une région ici de ressources naturelles, puis vous l'avez dit d'entrée de jeu, c'est notre tissu industriel, c'est ce qu'on fait depuis longtemps. C'est sûr que quand j'entends un discours qui semble un peu dire qu'on veut s'éloigner de ça, puis alors que nous, on est là-dedans, puis c'est notre tissu, puis il y a quand même encore des choses à bâtir, on pense, autour de ça. Puis avec la vision qu'on a d'être les meilleurs dans un monde où on aura, même si on veut réutiliser beaucoup de choses, on va quand même avoir besoin de nouvelles ressources, le monde étant imparfait, comme on le sait tous, là. Donc, on vise à être les meilleurs là-dedans, à avoir un impact positif sur le monde quand on vient produire ces ressources-là. On a l'exemple en produisant l'aluminium le plus vert au monde, on est capable de répliquer ce modèle-là ailleurs. Donc, j'aimerais ça avoir un complément de réponse sur votre vision au niveau des ressources naturelles pour nous donner un peu d'espoir ici dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean par rapport à ça puis votre vision. Bien, c'est plus que de l'espoir. Hein? Écoutez, on a la chance au Québec là, d'avoir des ressources naturelles. Il y a des provinces, il y a des pays qui n'ont même pas ça. Puis nous, on a des ressources naturelles qui, en plus, là, je pense à l'hydroélectricité, qui sont même propres. Je pense à tout ce qui se passe au niveau du lithium. Je pense à tout ce qui se passe dans la foresterie. Alors, au contraire, je pense que le concept d'économie circulaire, c'est vraiment de réfléchir à certains endroits où on surconsomme ou on laisse de la matière qui pourrait être de la matière première pour une autre entreprise éventuellement. Alors, moi, je vois beaucoup plus ça sur... Regardez les matières premières qu'on a dans le royaume actuellement, là, puis regardez comment on les utilisait il y a 50 ans,
puis regardez comment on les utilise aujourd'hui. On leur a trouvé des nouveaux débouchés, on leur a trouvé des nouvelles opportunités d'affaires. Donc, moi, je ne vois pas du tout de conflit entre les deux. Au contraire, il y a peut-être de la matière première qu'on peut même recycler, puis ça peut être dans votre milieu que ça puisse s'effectuer. Pourquoi? Parce que vous connaissez comment manipuler de la matière première. Alors, au contraire, moi, je pense qu'il faut miser sur ces matières premières-là, leur trouver dans certains cas des nouvelles opportunités. Puis je le disais tantôt, regardez, on parle d'intelligence artificielle, on parle d'un paquet d'autres activités pour des ressources qu'on avait déjà, mais qu'on ne savait pas nécessairement comment on voulait les exploiter. Alors moi, je ne vois pas de raison pourquoi les matières premières que vous avez, surtout dans un contexte où on va vouloir, je pense que le gouvernement a été clair, en tout cas souhaite qu'on réduise les chaînes d'approvisionnement, qu'on réduise la distance géographique dans le transport de ces matières premières-là, qu'on aille beaucoup plus stimuler l'achat local. Je pense que c'est des opportunités pour une région qui a des matières premières comme la vôtre. Et puis, je pense que c'est d'aller chercher le meilleur des deux, puis d'être capable peut-être, oui, dans certains cas, avant de jeter quelque chose, bien, juste de se dire, est-ce quelque chose que je peux faire quand même avec? Là? Mais moi, je vois ça très positivement. Je ne serais pas inquiet là, si j'étais dans votre coin de pays, là, absolument pas. Justement, je vais renchérir, puis je vais poser la question à M. Girard. Quand on parle de matières premières, entre autres pour vous autres, là, puis c'était le phénomène des dernières semaines à la grandeur du Québec, c'est le bois d'œuvre. On en produit du bois d'œuvre dans votre coin. Est-ce que vous pensez qu'il faudra faire un peu comme les Américains et être un peu protectionniste? Parce qu'on me disait que plus de 70 % de la production de bois d'œuvre au Québec s'en allait vers les Américains. Chez nous, on en manque. Alors, il y a une disproportion là, pour nos consommateurs québécois. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, M. Girard, de votre côté? Moi, je ne suis vraiment pas un spécialiste au niveau de la foresterie. On est plus en agroalimentaire. Mais si je regarde au niveau de l'agroalimentaire, je peux retourner la question à savoir, on sait qu'actuellement, il y a une brèche au niveau des importations de fromage, entre autres. Quand on parle de matières premières, le lait, ce n'est pas une matière première, mais c'est quand même une denrée importante dans la région qui a encore près de la moitié de la production qui est exportée à l'extérieur de la région, qui n'est pas transformée ici. Donc, on a des gros enjeux de transformer nos denrées alimentaires, premièrement. Donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il va falloir avoir une volonté gouvernementale pour l'économie locale, pour s'assurer que la transformation des biens ne se fasse pas juste avec l'économie de marché, mais qu'il y ait une réelle volonté du gouvernement de soutenir les entreprises agroalimentaires pour produire les denrées là où est-ce qu'ils sont produits. Pas juste au niveau de l'économie de marché, puis de faire attention de ne pas arriver dans une situation où est-ce que tout est centralisé dans une même place, parce que des pandémies, probablement qu'il va y en avoir d'autres dans le futur. Et je donne l'exemple, par exemple, du bœuf haché, là, qui est 70 % de la production qui était faite à Calgary, qui a eu une contamination là-bas. Ça peut devenir catastrophique de centraliser. Donc, moi, la décentralisation de la production est très importante. Bon. Peut-être une question qui pourrait s'adresser à M. Laberge, une question qui nous vient de Christine. Du côté touristique, parce qu'on le sait, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est une très, très belle région à visiter. Malheureusement, avec les restrictions qu'on a reconnues cet été, les restaurants, moins d'heures d'ouverture, c'était plus difficile pour l'hébergement, on accueillait moins de touristes en raison des normes sanitaires. Comment on se prépare pour 2021? Parce que là, la saison est terminée ou presque terminée. Là, il va falloir commencer à se préparer pour la saison prochaine. Et surtout, le rendez-vous qu'on aura raté cette année, c'est le tourisme international, bien entendu. Tout le monde y a souffert. Si Québec a souffert, vous en avez souffert également, vous aussi. Alors, comment on va se préparer chez vous pour du côté touristique? Écoutez, je pense qu'on va se préparer à toute éventualité, en fait, un peu comme ailleurs au Québec. Là. Comme vous le dites, on est préparé à accueillir le tourisme international. On est, entre autres, ici, là, on était réputé pour tout le tourisme des croisières. On est à la 3e destination au Québec au niveau des croisières après Québec et Montréal. Donc, on est très impliqué, entre autres, au niveau de tout ce qui est de la relance de ce secteur-là, bien qu'on sait que ça peut prendre un certain temps, mais tout ça pour donner l'exemple qu'on se prépare puis on est impliqué dans ces cercles-là, d'une part pour le retour du tourisme international, mais je pense que d'autre part, il faut se préparer aussi dans l'éventualité où il y aura encore des restrictions aux frontières, être capable encore de tirer notre épingle du jeu avec le tourisme qui va être plus de type local. On a eu, je pense, un bon succès cette année dans la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je l'ai vu moi-même là, en ayant visité les attractions ici. On a eu quand même un bon achalandage local. Je pense que ça a permis aux gens du Québec de redécouvrir ou de découvrir pour une première fois
la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ce qui n'est pas nécessairement mauvais non plus présage pour le futur. Hein. On pensait que ça nous fait une nouvelle clientèle qui va avoir goûté à notre gomme et qui va vouloir en mâcher encore. Là. Donc, et puis qui va se joindre à la clientèle internationale. Donc, je pense qu'il faut se préparer à tout ça, continuer à travailler fort, de faire valoir nos campagnes de promotion localement. Puis après ça, de suivre l'actualité de proche, on est tous dans le même bateau à ce niveau-là. Parlant de l'actualité, il faudra suivre le discours du trône cet après-midi, hein, parce qu'on a fait beaucoup de représentations pour qu'il y ait des secteurs spécifiques, qu'il y ait encore de l'aide spécifique. Je pense à l'aéronautique, mais je pense au tourisme aussi, puis à la culture. Alors, on espère qu'il y aura d'autres argents, là, que Mme Joly aura fait les bonnes pressions en ce sens-là. Et il ne faut pas négliger également l'économie verte. M. Cormier en a fait une portion de sa présentation ce matin. On attend beaucoup de ce discours-là également en économie verte. Et M. Trudeau qui va parler ce soir, ce qu'il va défaire en soirée, ce que le discours du trône aura persisté au cours de la journée. Hey, justement, dans votre région, là, il y a un map là, présentement. Là. Comment on va réussir? Là, à chaque fois qu'on veut faire du développement industriel, là, je ne ferai pas de politique ce matin, là, puis on ne parlera pas de GNL non plus, là, mais à chaque fois qu'il y a un développement industriel, il y a des opposants, bien sûr. Vous êtes une région industrielle, M. Laberge. Comment on conjugue les intérêts économiques de 85 % de la population qui veulent des projets et ceux qui s'y opposent? Comment on fait ça exactement? En fait, nous, dans la vision qu'on a de développement industriel, je dirais qu'il y a des mentalités sous-jacentes. Là. Il y a des gens, il y a un débat qui est très polarisé. Donc, il y a des gens là, que peu importe ce qui va se passer, ils veulent du développement. Des gens qui, peu importe ce qui va se passer, ils ne veulent pas de développement. Quand on regarde au niveau économique, ce qu'on veut faire, c'est des plus. On ne veut pas faire de moins. On ne veut pas construire ou avoir une nouvelle industrie, puis après ça, aller diminuer une autre industrie ou faire payer cette industrie-là. Là. Donc, ce qu'on voit actuellement, c'est que les projets qui sont proposés peuvent se développer et doivent se développer en harmonie avec le reste de notre industrie. Je pense entre autres à l'industrie touristique pour laquelle il y a des préoccupations par rapport entre autres à l'utilisation du fleuve du Saguenay avec la navigation. Donc, la vision par rapport aux préoccupations, c'est d'essayer de passer beaucoup d'informations pour que les gens comprennent bien ce en quoi il s'agit et puis de s'assurer aussi d'avoir des bonnes communications pour qu'à la fin de tout ça, on soit capable de tous être capable de continuer à travailler ensemble. Puis c'est tout à fait possible. Là, moi, pour être impliqué de manière assez proche dans ces projets-là, là, je peux vous dire que on ne voit pas beaucoup de dossiers où il y aurait des entreprises qui auraient à payer le prix pour qu'ils viennent s'implanter, très franchement. Là. Bien, merci beaucoup à vous tous de votre participation. C'est déjà le mot de la fin qui arrive. Peut-être, M. Milliard, de nous dire les derniers mots de cette première conférence d'une série de 10. Il faut quand même le mentionner. M. Cormier va nous accompagner au cours des 9 prochains autres également et visiter toutes les régions qui sont desservies par la FCC. Bien, écoutez, je vais laisser Carl en bonne hôte nous saluer à la fin, mais je veux remercier évidemment M. Cormier et nos deux invités. Pour moi, c'est mission accomplie. Je pense qu'on a été très pertinent dans les discussions, vraiment régionalisées le plus possible. C'est exactement ce qu'on avait en tête quand on a conçu avec l'équipe de Guy la tournée. Donc, pour moi, c'est mission accomplie. J'espère qu'on va encore une fois bonifier le nombre de participants à l'Observatoire. Alors, j'espère voir des chiffres à la hausse ce soir. Et je m'en voudrais aussi de ne pas vous inviter donc à notre gala virtuel lundi prochain. C'est les Mercuriades, le plus grand concours d'affaires du Québec. Donc, 40e édition. On aura une belle soirée animée, pas animée virtuellement, mais animée pour vrai, par France Baudouin et Boucard Diouf. Et il y aura d'ailleurs plusieurs finalistes de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui sont en compétition. Alors, je vous invite dès 17h30 sur notre site, la page Facebook ou la page YouTube à vous joindre à nous. Et je laisse Carl pour le dernier mot. Merci. Merci beaucoup. De manière très rapide. Tiens, merci encore une fois à la Fédération de nous avoir choisi pour cette première événement de la tournée. C'est un honneur pour nous autres. Je crois que ça a été très apprécié par tous les participants. Donc, merci beaucoup à Charles, M. Cormier, à Mme Gagnon, M. Girard pour leur participation.
j'invite encore une fois nos membres à continuer d'appuyer leur chambre, de travailler avec leur chambre, de communiquer avec nous aussi pour être certain de passer vos messages, que ça se rende bien, de participer à l'Observatoire de la Fédération, puis de participer à nos activités. Donc, encore une fois, merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Merci tout le monde. Au revoir. Au revoir. Et...